Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous fasse une vidéo sur comment choisir ces bâtons de trail. En trail, les bâtons sont certainement un des accessoires les plus clivants et qui génèrent le plus de débats. On retrouve très facilement les personnes qui sont complètement fans et qui les utilisent quelle que soit la distance, et les personnes qui sont farouchement opposées et qui ne les utiliseront jamais. Il y a trois points principalement à considérer quand on parle en fait des bâtons. Le premier, comme je l'ai rédigé dans un article sur le blog, c'est que les bâtons représentent un poids supplémentaire qu'il va falloir transporter. Donc forcément, si on part avec, il va falloir les utiliser et il faut faire le ratio coût-bénéfice du fait de transporter ce poids supplémentaire. Le deuxième point important à garder en tête lorsqu'on décide de partir sur une course avec ou sans des bâtons, c'est le fait que ces derniers demandent une technique particulière. En effet, utiliser des bâtons, c'est pas anodin, ça s'apprend pas comme ça du jour au lendemain, et il faut avoir fait des séances d'entraînement spécifiques, avoir pris l'habitude d'utiliser cet accessoire pour en tirer tous les bénéfices. Et enfin, la troisième chose, qui est plutôt le point positif, c'est que les bâtons sont vraiment un allié. Il y a plusieurs études qui montrent qu'ils permettent d'améliorer l'économie de course, de soulager les cuisses, et il y a plusieurs papiers qui vont dans le sens que les bâtons en trail permettent de préserver les jambes, surtout sur des longues distances. La question dans cette vidéo n'est pas utiliser ou ne pas utiliser les bâtons. Je vous ai déjà fait une vidéo sur, pour moi, mon avis sur l'utilité de prendre des bâtons sur différentes courses. Je vous la fais apparaître en haut de cette vidéo. Le but aujourd'hui va plutôt être de partir du principe que vous avez pris la décision de partir avec des bâtons sur les prochaines courses que vous allez réaliser et les prochains entraînements que vous allez faire, et donc plutôt de vous guider dans le choix des bâtons qui seront les plus adaptés pour vous. Donc ensemble, on va discuter comment bien choisir ces bâtons de trail. Tout d'abord, on va parler de la taille. En ski alpin, il y a une vieille règle qui dit que si vous saisissez le bâton juste en dessous de la rondelle, donc juste en dessous de ici, et que vous posez ce dernier à l'envers au sol, le bâton est à votre taille si votre coude forme un angle droit. Ça, c'est une règle qu'on vous fait souvent ressortir lorsque vous achetez des bâtons pour du ski alpin, du ski de piste, on va dire, mais en fait, c'est pas tout à fait adapté pour le trail. La plus grosse différence, c'est qu'en trail, on va plutôt utiliser les bâtons en montée, contrairement au ski de piste ou au ski de descente. Ce qu'on va vouloir, c'est pas tant aller chercher loin devant, c'est plutôt poser le bâton pas loin devant, et par contre, on va vouloir qu'il accompagne la propulsion jusqu'au plus loin possible derrière. Donc en fait, qu'il ait la course, une fois qu'on l'a planté, la plus longue possible, tout en considérant que nous, notre centre de gravité est en train de s'élever. On est en train de s'élever du bâton vers l'avant et vers le haut. On prend de la hauteur par rapport au point d'appui. Donc pour moi, si vous suivez la règle mot pour mot de ce qui est appliqué en ski alpin, vous risquez principalement de vous retrouver avec un bâton trop petit. Dans 2 minutes, je reviens sur les conséquences d'avoir un bâton trop petit en trail. Donc plutôt dans le cadre du trail qui nous intéresse aujourd'hui, on retrouve deux règles qui, moi, me semblent plus pertinentes. Il s'agit de choisir un bâton de trail qui sera entre 0,68 et 0,7 fois sa taille. Donc par exemple, je mesure 1m86, quand je fais cette multiplication, ça me donne 126 ou 130 cm, donc je vais plutôt choisir un bâton de 130 cm. Cette règle-là, c'est celle qui est utilisée sur certains sites comme par exemple Guidetti ou Lecky. C'est également la règle que met en avant Guillaume Millet dans l'épisode Let's Trail Podcast que je vous ai mis en description, que je trouve super intéressant sur l'utilisation des bâtons. Et c'est également la règle qui a été utilisée pour fournir des bâtons à des participants d'études dans le papier par exemple de Giovanelli et al. 2019 dont je vous ai parlé dans la dernière étude sur les bâtons, ou encore de Pellegrini et collaborateurs en 2015. Alors, je connais aucune étude qui met en avant les conséquences d'avoir des bâtons trop grands, par contre, il y en a qui ont été menées sur les conséquences négatives d'avoir des bâtons trop petits. En 2009, Hansen et Smith ont demandé à plusieurs participants de choisir un bâton qui leur semblait le plus confortable. Ils ont montré que généralement, naturellement, en trail, les personnes avaient une tendance à choisir des bâtons qui rentraient dans cette règle de 0,68 à 0,7 fois la taille. Une fois que les personnes avaient choisi cette première paire de bâtons qui semblait la plus confortable, les auteurs leur imposaient des bâtons 7,5 cm plus petits. Les analyses statistiques ont montré que si les personnes après coup évaluaient le confort entre les deux bâtons comme similaire, on observait une plus grande dépense énergétique en montée avec les bâtons trop petits. Pas de bol, l'amélioration de l'économie de course, c'est-à-dire la diminution du coût énergétique, c'est l'avantage principal de l'utilisation des bâtons en trail. Donc la première conséquence si vous avez des bâtons trop petits, ça va être de contrecarrer, on va dire, d'amoindrir ce bénéfice principal. Donc moi personnellement, j'ai plutôt une tendance à choisir des bâtons qui vont faire 0,7 fois ma taille. Si je dois arrondir, je prendrai plutôt la taille au-dessus. Quand on va choisir des bâtons, la deuxième question après la taille à laquelle on va être confronté, c'est quel matériau. Il existe principalement deux matériaux qui permettent de constituer les bâtons en aluminium et les bâtons en carbone. L'aluminium est plus léger que le carbone mais plus robuste. Le carbone est plus léger que l'aluminium mais plus fragile. Comme on l'a dit au début de cette vidéo, le principal désavantage lorsqu'on part sur une course ou un entraînement avec des bâtons de trail, c'est qu'on augmente le poids porté. Du coup, le choix du matériau, aluminium ou carbone, va permettre de compenser un petit peu ce poids supplémentaire qu'on va transporter. Au plus le matériau que vous allez choisir est léger, au plus votre paire de bâtons sera légère. Chez certaines marques, par exemple Guidetti, on
on observe quasiment 100 grammes d'écart entre une paire de bâtons en aluminium et une paire de bâtons en carbone. Moi, mon conseil est super simple, partez avec des bâtons en carbone. Même s'ils sont plus fragiles, c'est rare que les bâtons cassent et vous allez tout le temps bénéficier de cette diminution du poids. Je le mentionne, il y a également des marques comme Guidetti qui proposent de changer certains brins du bâton. C'est-à-dire que vous pouvez changer un brin, par exemple le brin le plus bas, qui est celui qu'on abîme le plus souvent, pour un brin, par exemple, en aluminium au lieu d'un brin en carbone. Le principal avantage d'avoir un bâton comme ceux que Guidetti propose avec un brin interchangeable, c'est que vous pouvez dire que, par exemple, vous prenez une paire 100% carbone plus 2 brins en aluminium. Vous changez les brins pour les versions aluminium lorsque vous partez sur les entraînements. Comme ça, si jamais vous devez casser, vous êtes à l'entraînement, c'est pas très grave, c'est là où vous parcourez le plus de distance. Donc vous avez pour cette grande quantité de distance, vous avez le brin le plus résistant. Et le jour de la compétition, alors vous partez avec le brin en carbone. Donc bref, concernant le matériau, moi j'ai une position qui est plutôt de partir avec des bâtons en carbone pour avoir la paire la plus légère possible. La deuxième chose à laquelle il va falloir réfléchir, c'est le nombre de brins. Principalement sur le marché, on retrouve deux options, les bâtons mono-brins et les bâtons 3 brins. Par exemple, ceux que j'ai devant moi, ce sont des bâtons 3 brins. On voit le brin principal, le brin du milieu et le brin le plus bas. Et par exemple, dans les kilomètres verticaux, les bâtons les plus utilisés, c'est des monobrins, c'est-à-dire qu'ils ne se replient pas. Généralement, les monobrins sont un tout petit peu plus légers que les 3 brins, mais les différences sont infimes. Pour moi, le choix entre monobrins et 3 brins est très simple, il va dépendre de si vous allez devoir ranger vos bâtons pendant de longues périodes, pendant de longues distances ou pas. Si ce n'est pas le cas, par exemple, vous partez sur des kilomètres verticaux ou des trails courts, par exemple 10 ou 15 km, vous avez une montée à faire et une descente. Vous allez probablement pas ranger vos bâtons ou alors vous pouvez très largement tolérer de garder vos bâtons dépliés pendant la période de descente. Dans ce cas-là, pour moi aucun doute, partez avec des monobrins. Ils sont plus légers, ce sera plus pratique pour vous, vous n'aurez pas à vous embêter à les déplier puis à les replier. A l'inverse, si vous participez plutôt à des trails longs ou à des ultra trails comme moi, je conseille plutôt de partir sur des 3 brins. Avec des bâtons 3 brins, ça va être très facile de les ranger en un petit volume. Par exemple là vous l'avez devant les yeux, je crois que ça représente à peu près 40 cm. La plupart des portages qu'on retrouve sur le marché sont faits pour des bâtons 3 brins, donc pour moi c'est le meilleur choix que vous puissiez faire. Assurez-vous juste que le système de dépliage et de repliage soit facile à utiliser pour ne pas galérer en fait dès que vous devez sortir ou ranger votre bâton. A savoir qu'en fait les 2 brins ça existe quasiment plus et les 4 brins ça existe quasiment pas non plus. Une autre question que vous allez devoir vous poser et un choix que vous allez devoir faire, c'est est-ce que vous préférez un système d'attache de votre main au bâton par dragon ou par gantelet. Beaucoup de bâtons sur le marché proposent exactement ce qu'on connaît par exemple dans les bâtons de ski, c'est-à-dire un système de dragon. Vous passez votre main à travers, vous serrez la dragon autour du poignet un petit peu pour que vous puissiez rentrer et sortir la main facilement, et c'est fini. Un autre système qui s'est développé depuis quelques années, et si je dis pas de bêtises, c'est Leki les premiers qui ont développé ce système-là, c'est un système de fixation par gantelet. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une accroche, alors elle dépend des marques, chaque marque a la sienne, mais globalement tous les systèmes se ressemblent énormément. Vous avez un système d'accroche, vous appuyez et vous sortez le gantelet. Le gantelet, il va venir se déscratcher, il se fixe à la main, comme ça. Et là, on va passer le serrage pour avoir le gantelet autour de la main. Moi, je trouve ce système plutôt pratique. Généralement, ça prend 1 seconde à mettre et c'est également super facile à enlever. Vous voyez la manipulation, là, je l'ai fait en 2 secondes et je trouve que c'est encore plus facile quand on a le bâton planté dans le sol. Donc voilà, ça c'est les systèmes de gantelets que j'imagine vous avez tous déjà vus. Alors pour moi là-dessus, en termes de choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ça va vraiment être une question de confort. Je sais que moi, personnellement, j'adore les gantelets. Je suis vraiment fan des gantelets et depuis que j'ai découvert ce système-là, j'ai essayé les deux, les dragons et les gantelets. Je pense pas revenir au système de dragon, mais ça va vraiment être une question de préférence. Il y a des personnes, par exemple, qui n'apprécient pas d'avoir la main bloquée, on va dire, dans le gantelet et dans le bâton, puisqu'en fait, quand le système d'accroche est activé, vous pouvez pas sortir la main. Il faut forcément le désactiver, ça demande une action manuelle. Retirer la main n'enlèvera pas votre main du gantelet. Pour moi, après plusieurs années, ça doit faire 2 ans que j'ai ces bâtons-là avec gantelet. Avant, j'avais des dragons. 2 ans d'utilisation avec des gantelets, aucun doute, je repartirai avec des gantelets. Une autre raison pour laquelle je repartirai avec des gantelets, c'est que je trouve que ça demande moins de force de préhension. En fait, on n'a même pas besoin, avec un gantelet, de vraiment tenir la poignée du bâton. On a la main qui est accrochée, donc il est très facile de libérer la main et d'avoir un mouvement de propulsion, donc d'utiliser le bâton pour se propulser vers l'avant. Et je trouve également, dans la meilleure technique qui soit, je ferai certainement une vidéo sur la technique pour utiliser ces bâtons, mais un des bons mouvements dans la technique d'utilisation du bâton, c'est de bien libérer la main vers la fin, de lâcher le bâton et de pouvoir finir sa course le plus loin possible, pour avoir la course, la propulsion la plus longue qui soit possible.
Et je trouve que ce mouvement du poignet est facilité avec le gantelet comparativement au dragon. Donc pour moi, ça c'est des raisons de plus pour lesquelles je partirai toujours plutôt avec des gantelets qu'avec des dragons. Mon conseil, et c'est un conseil que je donne pour beaucoup de choix d'accessoires, c'est essayer. Allez dans un magasin, passez les deux et voyez avec lesquels vous êtes le plus confortable. Juste à noter que au-delà des gantelets, si vous voulez encore plus d'osmose entre le gant et le bâton, vous pouvez également changer les gantelets pour des mitaines par exemple, voire même des gants. En ski de fond, c'est ce qu'ils utilisent, ils ont des gants complets. Vous avez également des mitaines de trail qui existent si vous voulez encore plus que votre main soit en harmonie avec le bâton. Moi, je trouve que les gantelets, c'est déjà largement suffisant, donc c'est mon choix. Une question qu'on me pose souvent, c'est à partir de quelle distance utiliser les bâtons de trail. Alors pour ça, je connais aucune étude scientifique qui s'est intéressée à cette question. Et on retrouve des utilisateurs des bâtons de trail qui vont du kilomètre vertical jusqu'aux ultra trails. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve plus d'utilisateurs des bâtons de trail sur les trails de longue distance et les ultra trails que sur les trails courts. Sur les kilomètres verticaux, par contre, quasiment tout le monde en utilise. Et par exemple, si vous regardez la victoire de Manuel Merias sur Zegama 2023, eh ben, il avait des bâtons de trail monobrins qu'il avait construits lui-même. Donc pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là ça va vraiment dépendre de votre préférence. Encore une fois, mon conseil sera testez-vous. Prenez des bâtons, essayez de voir si sur des trails courts ça vous embête, si sur des trails longs c'est préférable, et voyez à partir de quelle distance vous préférez les utiliser. Mon choix à moi, qui est très personnel, il est très basique. Comme les bâtons de trail ont pour but d'économiser mes jambes et de faire en sorte que je les préserve musculairement pour pouvoir taper dedans le plus possible à certains moments donnés, quelle que soit la distance, je vais avoir une tendance à partir avec des bâtons de trail. Le choix également, ça va dépendre d'à quel point est-ce que vous trouvez que c'est une aide. Si c'est juste pour préserver vos jambes et pour vous sauver entre guillemets, choisissez plutôt l'utilisation sur des trails longs. Par contre, si vous trouvez vraiment que vous gagnez en vitesse en montée comme moi, parce que j'ai un passé de skieur alpin, l'utilisation des bâtons pour moi c'est quelque chose que j'adore et j'ai vraiment une sensation de propulsion et de gain de vitesse grâce à l'utilisation des bâtons. Et du coup, en fonction de cette sensation que vous avez avec les bâtons, choisissez si vous les utilisez tout le temps ou uniquement sur certaines conditions particulières. Un autre point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est comment transporter vos bâtons de trail. Puisqu'une fois que vous aurez choisi la paire qui vous correspond et que vous l'emmènerez sur les chemins, il y a des moments où probablement vous n'utiliserez pas les bâtons et donc il va falloir les ranger quelque part. Pour moi, vous avez principalement 4 choix sur comment transporter les bâtons. Et chaque choix en fait va dépendre du lieu sur votre anatomie, sur votre corps, où vous allez positionner les bâtons. Le premier choix, c'est de transporter vos bâtons à la main. Je ne vais pas passer longtemps là-dessus parce que pour moi, c'est le pire des choix. C'est le choix que vous devez faire pour moi uniquement si, vous faites une course très courte et vous n'allez pas perdre de temps à les ranger, ou alors vous n'avez pas le choix parce que vous êtes parti super léger et vous n'avez rien avec vous pour les ranger, ou alors vous n'avez quasiment pas besoin de les ranger parce que les portions sur lesquelles vous ne les utilisez pas sont très petites. Dans ce cas-là, pas de souci, partez avec les bâtons à la main. Si vous allez régulièrement avoir besoin de les ranger, courir sans, puis de les ressortir, etc., oubliez cette option et choisissez une des 3 options qui arrivent. La deuxième possibilité, ça va être d'avoir les bâtons plutôt au niveau de la taille. Donc là, ça va être soit avec une ceinture de trail, soit avec un short de trail qui propose des passants. Par exemple, le short de normal ou le short Sherpa de Wise propose un range-bâton à l'arrière. Et en termes de ceinture, quasiment toutes les ceintures de trail aujourd'hui ont des passants pour les bâtons de trail. Pour moi, ça c'est une option que j'aime beaucoup parce qu'en fait ici, au niveau du bassin, ils ne gênent pas. Ils ne gênent pas les mouvements des bras, ils sont bas et ils n'ont pas beaucoup de mouvement. De plus, ils sont localisés au niveau du sacrum et c'est une zone pour moi qui n'est pas très gênante, qui n'est pas très douloureuse. Alors que quand ils appuient dans le dos, comme sur certains sacs de trail, là, ça a plus une tendance à me déranger et à générer des petites douleurs chez moi. Par contre, il faut savoir que la plupart des ceintures de trail ont un défaut, c'est qu'elles se détendent à l'utilisation. En plus de ça, elles peuvent se gorger de sueur et donc rendre les passants qui sont censés maintenir les bâtons de trail glissants. Par exemple, c'est typiquement ce que j'avais avec la ceinture Instinct que j'utilise très souvent. Vous avez peut-être vu des vidéos avec moi qui l'utilisaient. J'avais une tendance à ranger le plus souvent possible mes bâtons dans cette ceinture parce que je trouvais qu'elle était très stable. Et en fait, dès que je dépassais les 4-5 heures de course, on se rend compte que les passants, l'espèce de système de tube là se gorge d'eau, se gorge de sueur, et donc ce qui fait que les bâtons peuvent glisser à l'intérieur. Et en plus de ça, la ceinture a une petite tendance à se détendre au fur et à mesure de l'effort, et donc les bâtons peuvent très facilement en coulisser. Sur la dernière course que j'ai réalisée, l'UT4M Taillefer, c'était vraiment une catastrophe, mes bâtons glissaient, et en fait j'ai dû m'arrêter, les enlever de la ceinture et les ranger dans le sac. C'est pas un problème qui est spécifique à la ceinture Instinct, j'ai eu exactement le même avec la ceinture Compressport que j'aime également beaucoup, la Freebelt Pro si je dis pas de bêtises, ou sur les Templiers, je l'ai carrément enlevé et je l'avais donné à la personne qui me faisait l'assistance en disant en fait j'en peux plus des bâtons, ils font que tomber, j'ai rien d'autre pour les porter, je les veux plus quoi. Donc voilà, gardez ça en tête et testez bien votre ceinture sur par exemple un week-end shock ou sur des sorties longues pour être sûr que ce point-là n'est pas quelque chose qui va vous gêner. Il est possible que si les passants qui tiennent vos bâtons ne sont pas des bandes élastiques mais par exemple plutôt des petites cordelettes
un peu fixe et réglable, vous ayez beaucoup moins de problèmes. L'autre option que vous avez, c'est de les ranger dans votre sac. Alors là, il y a quasiment autant de façons de ranger les bâtons sur le sac qu'il existe de sacs. Si vous regardez par exemple les sacs Salomon, les sacs Instinct qui proposent des rangements verticaux devant, transversaux qui passent de devant par dessous les aisselles jusqu'à derrière le sac dans certaines poches. Vous regardez les sacs Oxytis, vous pouvez les ranger dans un espace qui est placé à l'arrière. Vous regardez les sacs Compressport, vous avez un passage transversal qui est parallèle au sol dans lequel vous pouvez ranger les bâtons. Si vous prenez les derniers sacs Redline, vous avez des passants à l'avant qui permettent de positionner les bâtons par-dessus les flasques. Bref, il existe une quantité de rangement des bâtons sur le sac qui est énorme. Très souvent, ces rangements sont pas super ergonomiques, ils sont pas très faciles d'accès, ça demande des fois de se contorsionner un petit peu, peut-être même qu'il va falloir que quelqu'un vous aide. Ou alors, il manque de confort. Typiquement, le rangement de Salomon et de Instinct qui passe par-dessous les aisselles, il est super efficace, les bâtons bougent très peu, mais par contre ça veut dire que vous avez des bâtons qui vous passent par-dessus les bras et ça sur de nombreuses heures ça peut être dérangeant. Donc pour moi, si vous arrivez à trouver un système de rangement sur le sac qui vous plaît et qui est facile d'accès, qui ne détériore pas le confort, foncez, parce que en fait les bâtons positionnés comme ça par-dessus le sac, c'est l'emplacement qui va générer la meilleure stabilité, vous n'allez pas être gêné avec, mais par contre s'il faut vous contorsionner, si ça manque d'ergonomie, ou si vous devez enlever votre sac pour les ranger, oubliez et choisissez une autre option. Moi, une option que j'utilise souvent sur le sac, c'est celle que propose le Ultron Espac Evo 10 et Evo 15, qui sont deux sacs que j'utilise beaucoup, dont je vous ai fait les tests, je vous les fais apparaître juste ici dans la vidéo. Et en fait, il s'agit de deux passants qui sont positionnés par-dessus les poches arrière. Alors forcément, des fois, ça condamne un petit peu le contenu, c'est-à-dire que je ne peux pas parfaitement remplir les deux poches parce que je sais que je vais mettre les bâtons par-dessus. Mais moi, j'ai trouvé au cours des utilisations que j'ai pu avoir que c'était un des systèmes de portage des bâtons qui était le plus fixe et le plus stable, et également le plus ergonomique. La dernière méthode que vous pouvez choisir pour ranger les bâtons, c'est celle du carquois. Maintenant, il y a pas mal de marques qui proposent des carquois et il y a beaucoup de sacs qui proposent des accroches pour carquois d'autres marques. Par exemple, dans le test du millet intense que je vous fais apparaître juste ici, que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, on voit que les attaches sont compatibles par exemple avec le carquois Salomon ou avec le carquois Decathlon. Le carquois, ça va être une espèce de poche tubulaire qui se place par-dessus le sac, soit à la verticale, soit en diagonale par-dessus votre sac. Alors très clairement, la position verticale, pour moi, c'est une de celles qui bouge le plus. Par contre, en horizontale, c'est relativement stable, surtout si votre sac est rempli. Très clairement, sauf si vous détestez l'utilisation du carquois ou alors que votre sac n'est pas pourvu d'accroche pour carquois, moi je vous recommande d'utiliser ce système de portage des bâtons. Premièrement, ça passe par-dessus le sac, donc généralement on a une belle stabilité. Deuxièmement, les bâtons sont super accessibles. Pour les sortir et les rentrer, ça demande juste un petit coup de main. Troisièmement, généralement, pour resserrer le carquois, c'est une petite ficelle qui pendouille derrière qui est très facile à attraper, donc on peut vite resserrer si jamais on a un problème. Donc pour moi, tout ça, ça fait que c'est un choix qui est vraiment pertinent. Petite astuce, très souvent, quand on met les bâtons dans les carquois carquois par exemple que j'ai mentionné là, on observe qu'il n'y a rien qui maintient les bâtons en haut. Donc généralement, on met la pointe en haut dans un carquois, et on voit que les bâtons peuvent être un petit peu relâchés, c'est pas grave, ils vont pas sauter, par contre, ils peuvent faire ça. Et à la longue, si vous courez plusieurs heures, ce petit entrechoquement dans votre oreille, ça peut être désagréable. Moi, ce que j'avais fait sur mon carquois Salomon, c'est que j'avais demandé à une couturière si elle pouvait faire un passage avec une sangle élastique qui était tout petit en haut et qui fait que après que j'ai rangé les bâtons dans le carquois, j'ai juste à l'attraper, je resserre et ça vient maintenir les bâtons comme ça en haut. Si jamais vous ne voulez pas bidouiller votre carquois, une autre possibilité que vous avez, c'est de transporter avec vous un petit élastique et simplement, quand vous les rangez, vous passez l'élastique autour des bâtons et après vous les rangez. Ça va les maintenir un petit peu collés les uns aux autres et donc ça va éviter qu'ils s'entrechoquent pendant que vous courez. Donc voilà pour moi des 4 méthodes qu'on a dit, les porter à la main, les porter à la ceinture, les porter sur le sac ou les porter dans un carquois. J'ai une préférence, je pense, moi, pour le carquois. Mon deuxième choix, ce sera d'utiliser une ceinture si celle-ci vous permet d'avoir un réglage et si elle se détend pas trop. Par exemple, le système de serrage que propose la ceinture de Wise ou le short Sherpa de Wise, je ne l'ai pas encore testé, mais moi, elle me semble vraiment sympa. Et elle permet que si jamais l'élastique se détend, vous pouvez resserrer et donc avoir une stabilité accrue. Voilà, là, je pense qu'on a fait le tour des principaux éléments à garder en tête lorsque vous allez choisir des bâtons de trail et lorsque vous allez devoir vous poser la question de comment vous les transporter. Sur l'article que j'ai rédigé et qui est présent sur le site courirmieux.fr, vous retrouverez un petit comparatif que j'ai réalisé de 12 modèles de bâtons de trail que moi je trouve particulièrement intéressants. En conclusion, je l'ai déjà dit dans la vidéo spécifique sur les bâtons, pour moi c'est un bon choix de partir en trail avec des bâtons de trail. Il faut simplement s'entraîner à les utiliser et développer sa technique et son aisance avec ces derniers, mais une fois que vous avez pris l'habitude d'utiliser des bâtons de trail, ce sera un vrai allié pour vos courses.
Par contre, une fois que vous avez fait ce choix, une fois que vous avez fait ce constat et fait le choix d'acheter une paire de bâtons de trail, vous allez être confronté à plusieurs questions qui vont vous guider dans le choix d'un modèle plutôt qu'un autre. Tout d'abord, vous devrez faire attention à la taille et surtout faire attention à ne pas avoir des bâtons trop petits. Je le répète, la bonne règle, c'est de prendre des bâtons qui font environ 0,7 fois votre taille. Avoir des bâtons trop petits, on l'a dit, diminuera les bénéfices qui sont normalement associés à utiliser des bâtons. Ensuite, vous devrez choisir un bon matériau, aluminium ou carbone, le nombre de brins, mono-brins ou 3 brins, et le système d'attache que vous préférez, gantelet ou dragon. Une fois que vous aurez vos bâtons, vous devrez choisir un système de portage parmi les 4 options que j'ai mentionnées un petit peu plus tôt. Et la dernière question que vous devrez vous poser, c'est quand est-ce que vous utilisez les bâtons? À partir de quelle distance, de quel dénivelé, vous décidez que vous partez avec les bâtons ou pas. Pour moi, dans beaucoup de ces choix, il y a des choix qui sont liés à l'aisance, à votre habitude et comment vous vous sentez à l'aise avec les bâtons. Je le répète une dernière fois, il est primordial lorsque vous choisissez d'utiliser des bâtons et d'intégrer cet accessoire à votre pratique, de vous entraîner de manière spécifique avec eux et de faire des séances avec les bâtons. C'est pas facile de marcher avec des bâtons, c'est pas facile de courir avec des bâtons, c'est pas facile de choisir entre une technique d'utilisation des bâtons que j'appelle synchrone, c'est-à-dire les deux mains en même temps, ou asynchrone, c'est-à-dire bâton droit puis bâton gauche. Tout ça, ça va dépendre de plein de choses et de l'habitude que vous avez avec eux. Donc ne faites pas que acheter des bâtons, mais prenez l'habitude de vous entraîner avec pour être le plus efficient possible. Si jamais vous avez besoin, j'accompagne des athlètes et je propose des offres de coaching. Vous pouvez me contacter pour qu'on discute ensemble et qu'on voit ensemble comment programmer des séances d'entraînement spécifiques à l'utilisation des bâtons. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente des autres car elle est moins nourrie d'articles scientifiques, mais je pensais quand même que vous donner ces guides dans le choix des bâtons serait intéressante. Vous retrouverez l'article version écrite sur mon site courermieux.fr et dans ce dernier, vous retrouverez également tous les articles scientifiques auxquels je fais référence dans cette vidéo. Je vous ai mis le lien de cet article dans la description. Et enfin, je le rappelle, le meilleur moyen que vous pouvez avoir pour soutenir mon travail et ce que je réalise dans le cadre de cette chaîne et m'aider à continuer à vous proposer du contenu de qualité, c'est de vous abonner, de laisser un commentaire et pourquoi pas d'aimer et de partager la vidéo. Je vous remercie d'avance pour cela. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.